Mon sang s'est glacé quand le père de mon fiancé a hurlé, un déchet de la rue dans une robe empruntée, devant toute sa famille. Les yeux cruels du milliardaire savouraient mon humiliation publique. 20 invités de l'élite retinrent leur souffle, attendant ma chute. Je m'être suis levé lentement, le cœur battant, un sourire aux lèvres. Les plus grands empires s'effondrent par un simple murmure. Je m'appelle Camille, et à 30 ans, je n'aurais jamais, au grand jamais, imaginé me retrouver dans la salle à manger d'un milliardaire, en train de me faire traiter de déchet. Mon sang s'est glacé dans mes veines quand le père de mon fiancé a hurlé, un déchet de la rue dans une robe empruntée, devant toute sa famille réunie. Les yeux cruels du milliardaire, vifs et perçants, savouraient mon humiliation publique, se délectant de chaque seconde de mon agonie. 20 invités de l'élite, suspendus dans un silence de mort, retinrent leur souffle, attendant ma chute, ma destruction finale. Mais au lieu de m'effondrer, je me suis levé lentement, mon cœur battant à tout rompre contre mes côtes, un étrange sourire se dessinant sur mes lèvres. Car c'est une chose qu'ils ignorent, ces gens si puissants, les plus grands empires s'effondrent souvent par un simple murmure. Avant que je vous raconte ma réaction, et croyez-moi, vous voudrez l'entendre jusqu'au bout, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Il y a quelque chose de magique à savoir que nos histoires peuvent traverser les frontières et nous réunir, peu importe la distance. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de cette histoire. C'est l'histoire de comment j'ai défendu ma dignité, et bien plus encore, face à une arrogance qui se croyait intouchable. La soirée avait pourtant commencé comme un conte de fées perverti. La salle à manger du domaine du Bois était une cathédrale dédiée à la richesse. Un lustre en cristal de baccarat, si grand qu'il aurait pu éclairer tout mon quartier à Lyon, pendait d'un plafond orné de fresques. La table en acajou massif, longue comme un jour sans pain, était dressée avec une précision militaire, argenterie scintillante, verre en cristal gravé, porcelaine de Limoges. L'air lui-même semblait différent ici, parfumé aux fleurs rares et à l'argent. À ma droite, Julien, mon fiancé, mon amour, serrait ma main sous la nappe damassée. Je sentais ses jointures blanchir, sa rage contenue vibrant à travers sa peau. Il était impuissant, et cette impuissance le rongeait. Et en face de moi, trônant en bout de table tel un empereur romain, se tenait son père, Gérard Dubois. Un homme dont le nom pesait lourd dans le monde de la finance et de l'industrie. Son visage, buriné par des décennies de décisions impitoyables, était un masque de froideur. Ses yeux, du même bleu que ceux de Julien mais dépourvus de toute chaleur, me sondaient, me déshabillaient, me jugeaient. Depuis le début du repas, j'étais sa cible. Ce dîner n'était pas une célébration des 60 ans de mariage de ses parents, c'était mon procès. Chaque plat, plus exquis les uns que les autres, était une nouvelle occasion pour lui de m'humilier subtilement. Il disséquait ma vie avec la précision d'un entomologiste épinglant un insecte. Mon travail de serveuse au café de la Presqu'île était qualifié de pittoresque. Mes études en design graphique étaient un passe-temps charmant. Mes origines modestes, dans ce petit village d'Auvergne que j'aimais tant, étaient une curiosité sociologique. Chaque mot était choisi pour creuser le fossé entre son monde et le mien, pour me rappeler que je n'étais qu'une intruse. Le point de rupture, le moment où le vernis de civilité a craqué, est arrivé avec le plat principal. Mes mains tremblaient légèrement sous le poids de son mépris constant. En voulant atteindre la salière, mon coude a heurté mon verre de vin. Quelques gouttes d'un Bourgogne hors de prix ont giclé, formant une petite constellation rouge sur la nappe d'un blanc virginal. Un hoquet collectif a parcouru la table. Le temps s'est suspendu. Un serveur, fantomatique dans sa livrée, s'est précipité avec un linge propre, mais le mal était fait. La tâche était là, visible, comme ma propre différence. Gérard a laissé échapper un petit rire sec, un son qui m'a glacé les os. Faites attention avec ça, a-t-il lancé, sa voix portant sans effort dans le silence pesant. Ce vin coûte probablement plus que votre salaire de la semaine. L'humiliation était un poison qui se répandait dans mes veines. Julien a commencé à se lever, le visage blême. Père, ça suffit. Mais Gérard l'a foudroyé du regard, et il s'est rassis, vaincu. Puis, le prédateur s'est tourné vers moi pour le coup de grâce. Il s'est penché en avant, un sourire cruel étirant ses lèvres fines.
Dites-moi, mademoiselle, cette robe, elle est empruntée, n'est-ce pas? Je pensais bien. Un déchet de la rue dans une robe empruntée. Déchet de la rue. Les mots sont restés en suspens, comme une condamnation. J'ai senti le souffle de Julien se couper. J'ai vu le choc sur le visage de sa sœur, Sophie, et le malaise sur celui de certains invités. Mais surtout, j'ai vu la satisfaction pure, triomphante, dans les yeux de Gérard Dubois. Il avait gagné. Il m'avait brisé. C'est ce qu'il croyait. Mais une vie entière à se battre, à encaisser les coups et à se relever, vous forge une armure invisible. La peur, la honte, tout s'est évaporé, remplacé par une clarté soudaine, une détermination froide comme l'acier. Je me suis levé lentement, chaque regard posé sur moi. Ils s'attendaient à des larmes, à une fuite honteuse. Mais ce qu'ils ont eu à la place, ce fut mon sourire. Un sourire calme, énigmatique et terriblement dangereux. Pour que vous puissiez comprendre la nature de ce sourire, il faut que je vous ramène 7 mois en arrière, dans un monde qui semble aujourd'hui à des années-lumière de cette salle à manger glaciale. Ma vie, à cette époque, était un puzzle complexe mais heureux. Je jonglais entre mes cours du soir à l'école de design, où je mettais toute mon âme pour décrocher mon diplôme, et mon travail de serveuse au café de la Presqu'île. Ce petit café, avec ses tables en bois usé et son odeur réconfortante de café et de croissants chauds, était mon sanctuaire. C'était un lieu honnête, où la valeur d'une personne ne se mesurait pas à son compte en banque, mais à la politesse avec laquelle elle passait sa commande. Le salaire n'était pas mirobolant, mais il me permettait de payer mon petit studio sous les toits et de financer ma passion. C'était une vie simple, mais c'était la mienne, construite à la sueur de mon front. C'est dans ce sanctuaire que Julien est entré dans ma vie. Il n'était pas un client comme les autres. Il était mon rituel de 7h30. Chaque matin, ponctuel comme une horloge suisse, il poussait la porte, un léger sourire aux lèvres, et commandait la même chose, un café noir, sans sucre. Il s'installait toujours à la même table, celle près de la fenêtre qui donnait sur la place, et sortait son ordinateur portable. Le quartier des affaires de Lyon regorgeait d'hommes en costume pressé, qui aboyaient leurs commandes en tapotant frénétiquement sur leur smartphone, sans jamais lever les yeux. Julien était différent. Il me regardait. Vraiment. Il me voyait. Il disait « s'il vous plaît » en commandant et « merci, bonne journée » en partant, et son regard était toujours empreint d'une douceur sincère. Il avait des yeux d'un bleu profond, le genre d'yeux qui sourit en même temps que la bouche, et il laissait toujours un pourboire bien plus généreux que nécessaire. Pendant des semaines, nos interactions se sont limitées à ces quelques mots polis. J'étais intriguée par cet homme calme et respectueux au milieu de la frénésie matinale. Un matin, après presque un mois de ce manège, j'ai pris mon courage à 2 mains. « Vous devez vraiment aimer notre café pour venir tous les jours » lui ai-je lancé avec un sourire taquin en lui servant sa tasse. Il a levé les yeux de son écran, et son sourire s'est élargi. « Le café est excellent, c'est vrai » a-t-il répondu, sa voix chaude et posée. Mais j'avoue que j'apprécie aussi particulièrement l'atmosphère, et la qualité du service. La façon dont il a prononcé ces derniers mots, en prolongeant son regard sur moi, a envoyé une petite décharge électrique le long de ma colonne vertébrale. Ce fut le début. Nos conversations sont devenues un peu plus longues chaque jour. Il a commencé à arriver un peu plus tôt, ou à rester un peu plus tard. Il me posait des questions sur moi, sur mes études, sur mes rêves. Je lui ai raconté mon enfance en Auvergne, cette région de volcans endormis et de fromages forts, élevée par une mère lionne qui avait sacrifié ses propres rêves pour que ma sœur et moi puissions poursuivre les nôtres. Je lui ai parlé de mon amour pour les lignes, les couleurs, et de mon ambition de créer des identités visuelles qui racontent des histoires. Il écoutait, vraiment. Il ne donnait jamais l'impression de s'ennuyer ou d'être pressé. Il faut une force de caractère incroyable pour poursuivre ses rêves de cette façon, m'a-t-il dit un jour, son admiration palpable. La plupart des gens que je côtoie ont eu un chemin tout tracé. Y compris moi, si je suis tout à fait honnête. C'était la première fois qu'il faisait allusion à un milieu privilégié, mais c'était dit avec une telle humilité que cela n'a créé aucune distance entre nous. Au contraire. Après un mois de ces conversations matinales qui illuminaient mes journées, il m'a enfin invité à dîner. J'ai accepté sans hésiter, le cœur battant la chamade.
Il m'a emmené dans un bouchon lyonnais moderne, un endroit chaleureux et authentique, loin du luxe ostentatoire. La soirée a été magique. Nous avons parlé de tout et de rien, d'art, de voyage, de nos peurs et de nos espoirs. Il était drôle, cultivé, et profondément humain. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait exactement, il est resté vague. Ma famille possède une entreprise. Je travaille dans la branche des investissements, mais ce n'est pas vraiment ma passion. J'aimerais créer quelque chose qui ait plus de sens. Je n'ai pas insisté. Son nom de famille, Dubois, me semblait commun. Je n'avais aucune raison de me méfier. Ce n'est qu'en rentrant chez moi, flottant encore sur un petit nuage, que la curiosité m'a poussé à taper son nom complet sur un moteur de recherche. L'écran de mon ordinateur a illuminé mon petit studio. Les résultats sont apparus. Et mon monde a basculé. Des photos de lui à des galas, des articles sur Dubois et Fils Global, des titres parlant de milliards d'euros. Le visage de son père, Gérard Dubois, me fixait depuis l'écran, dur et impitoyable. Mon cœur a raté un battement. Le garçon du café n'était pas juste un garçon. Son nom n'était pas commun. C'était un empire. La découverte de la véritable identité de Julien a été un choc brutal, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Toute la magie de notre soirée s'est évaporée, remplacée par un sentiment glacial de panique. Dubois. Ce n'était pas juste un nom, c'était une forteresse de privilèges, un monde inaccessible gardé par des dragons cracheurs de feu comme l'homme dont j'avais vu la photo. Qu'est-ce que je faisais, moi, Camille, la serveuse qui comptait chaque euro, avec l'héritier d'un tel empire? C'était absurde. C'était voué à l'échec. J'ai passé une nuit blanche à tourner et retourner la situation dans ma tête. Mon premier réflexe a été de fuir. D'annuler notre prochain rendez-vous, de prétexter une maladie, de disparaître de sa vie avant que les choses ne deviennent trop compliquées, avant que je ne sois blessée. Je me suis imaginé la rencontre avec sa famille, leurs regards scrutateurs, leurs jugements silencieux. J'ai revu le visage dur de son père et j'ai su que je ne ferais jamais le poids. Je n'étais pas de leur monde, et ils ne manqueraient pas de me le faire savoir. Le lendemain matin, j'étais décidée. J'allais lui envoyer un message bref et lâche, pour mettre fin à cette folie. Mon doigt flottait au-dessus de l'écran de mon téléphone quand celui-ci s'est mis à vibrer. C'était lui. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Salut Camille, c'est Julien. J'espère que je ne te dérange pas. Sa voix. Elle était si chaude, si normale, si dépourvue de l'arrogance que j'associais désormais à son nom. Je voulais juste te dire que j'ai passé une soirée incroyable hier. Vraiment. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi, moi-même. Ces mots, si simples et si sincères, ont désarmé toutes mes défenses. La forteresse de mes peurs s'est fissurée. Contre toute logique, contre mon instinct de survie, j'ai accepté de le revoir. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Les 6 mois qui ont suivi ont été une parenthèse enchantée. Julien a fait en sorte que le nom de Dubois n'existe pas entre nous. Il entrait dans mon petit monde avec une facilité et une grâce déconcertantes. Il adorait manger les pâtes que je lui préparais dans ma cuisine minuscule, assis sur un tabouret bancal. Il m'écoutait parler pendant des heures de mes projets de design, me posant des questions pertinentes, s'enthousiasmant pour mes idées. Il ne m'a jamais fait sentir que ma vie était moins importante ou moins intéressante que la sienne. Il m'a dit « Je t'aime » un soir d'été, alors que nous regardions le soleil se coucher sur la colline de Fourvière. C'était simple, c'était vrai, et j'ai su que je l'aimais aussi, de tout mon cœur. Nous vivions dans notre bulle, et j'essayais de toutes mes forces d'ignorer le monde extérieur. Mais ce monde a fini par nous rattraper, de la manière la plus insidieuse qui soit. Pour compléter mes revenus, je continuais à accepter des missions de rédaction en freelance. Un jour, mon rédacteur en chef au Progrès de Lyon, Marc, m'a convoqué. « Camille, j'ai quelque chose pour toi », m'a-t-il dit. C'est un peu différent de d'habitude. Il y a des bruits qui courent, des rumeurs persistantes sur des pratiques douteuses en matière d'environnement de la part de plusieurs grandes entreprises de la région. On parle de rapports falsifiés, de déversements illégaux. C'est du lourd. Je veux que tu commences à gratter la surface, discrètement.
Tu travailles dans le quartier des affaires, tu entends peut-être des choses. Voici une première liste de sociétés à surveiller. Il m'a tendu une feuille. Mon regard a parcouru la liste, et mon estomac s'est glacé. En tête de liste, écrit en lettres noires, se trouvaient Dubois et Fils Global. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était impossible. Une coïncidence? Marc a dû voir mon trouble. Un problème, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête, essayant de paraître normal. Non, non. C'est juste impressionnant. Cette mission a fait voler en éclats ma bulle de bonheur. Un conflit terrible est né en moi. D'un côté, il y avait mon intégrité de journaliste, ma curiosité, mon sens de la justice. De l'autre, il y avait l'homme que j'aimais. J'ai commencé à enquêter, juste un peu, en me disant que je prouverais que ces rumeurs étaient fausses. Mais chaque piste que je suivais, chaque document public que je consultais, ne faisait que renforcer mes soupçons. Il y avait des incohérences, des zones d'ombre, des chiffres qui ne collaient pas. Je menais une double vie. Le jour, j'étais la petite amie aimante de Julien. La nuit, je devenais une détective amateur, traquant les secrets de sa propre famille. La culpabilité me rongeait. Chaque fois que Julien me souriait, je me sentais comme une traîtresse. Je ne pouvais pas lui en parler. Comment aurais-je pu? Au fait, mon amour, je crois que ton père est un criminel en col blanc. C'était impensable. Finalement, n'en pouvant plus, j'ai pris une décision. J'ai appelé Marc. Je suis désolée, lui ai-je menti, avec mes examens qui approchent, je n'ai plus une minute à moi. Je dois laisser tomber cette enquête. Il était déçu, mais compréhensif. J'ai raccroché, soulagée et honteuse à la fois. J'ai choisi l'amour plutôt que la vérité. Je me suis dit que j'avais bien fait, que je protégeais notre couple. J'ai décidé de mettre l'enquête en pause, me disant que c'était juste une coïncidence. Oh, comme j'étais naïve. Je ne savais pas que la vérité, une fois qu'on a commencé à la déterrer, a une fâcheuse tendance à remonter à la surface, que vous le vouliez ou non. La décision d'abandonner l'enquête m'a apporté un soulagement temporaire. J'ai enfoui mes doutes et mes découvertes au plus profond de moi, comme un secret honteux, et je me suis replongée corps et âme dans ma relation avec Julien. Notre bulle, bien que fragilisée, s'était reformée. Mais les fondations étaient minées, et je le savais. L'invitation est arrivée un mardi soir d'avril, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de mon petit appartement. Nous étions sur mon canapé, emmitouflés dans un plaid, en train de regarder un vieux film de Truffaut. C'était un de ces moments parfaits, simples, où le monde extérieur n'existait plus. Soudain, Julien a appuyé sur la touche pause de la télécommande. Le silence s'est fait, seulement troublé par le bruit de la pluie. Mes grands-parents fêtent leurs 60 ans de mariage le mois prochain, a-t-il commencé, sa voix un peu tendue. Il y aura un grand dîner formel au domaine familial, à Écully. J'aimerais vraiment, vraiment que tu viennes avec moi, Camille. Ma fourchette, qui transportait un morceau de nouilles sautées, s'est arrêtée net. Le domaine familial. Rencontrer toute sa famille. D'un seul coup. Le nœud de l'anxiété, que j'avais cru dissous, s'est reformé instantanément dans mon estomac. Les visages de son père et de sa mère, vus sur Internet, m'ont sauté à la figure. Toute ta famille, ai-je réussi à articuler. Oui. Enfin, la famille proche, quelques amis intimes, des associés. Une vingtaine de personnes en tout. Il a vu la panique dans mes yeux et a pris ma main. Je sais que ça peut paraître intimidant. Crois-moi, ça l'est même pour moi parfois. Mais ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Je veux qu'ils te rencontrent. Je veux leur montrer à quel point tu es incroyable. Comment refuser face à une telle sincérité? J'ai accepté, même si chaque fibre de mon être hurlait de fuir. Les 3 semaines qui ont suivi ont été une torture psychologique. Je suis devenue obsédée par l'idée de ne pas être à la hauteur. Que allais-je porter? Mon armoire était une collection de jeans, de t-shirts et de quelques robes simples. Rien qui ne puisse rivaliser avec la haute couture que ces gens portaient probablement même pour aller chercher le pain. C'est ma meilleure amie, Manon, qui m'a sauvée. Arrête de paniquer, m'a-t-elle dit en sirotant son café.
Il te faut une armure. Une robe qui te fera te sentir invincible. Après un après-midi infructueux à regarder des étiquettes de prix qui me donnaient le vertige, elle a ouvert sa propre penderie. Elle en a sorti une merveille, une longue robe de soie bleu nuit, simple mais d'une élégance folle. Celle du mariage de ma cousine. Elle est à toi pour la soirée. J'ai protesté, mais elle a insisté, ajoutant une paire de discrètes boucles d'oreilles en perles. J'ai passé des soirées à regarder des tutoriels sur YouTube sur l'étiquette à table, mémorisant l'ordre des fourchettes et des couteaux. J'ai lu des articles sur l'histoire de Dubois et Fils Global, espérant pouvoir tenir une conversation intelligente. La veille du grand soir, ma sœur aînée, Chloé, m'a appelé. Elle a toujours été mon roc. N'oublie jamais qui tu es, Camille, m'a-t-elle dit de sa voix calme et rassurante. Tu es intelligente, tu es gentille, et ta valeur ne se mesure pas à la taille de leur maison. Ne laisse personne te faire sentir petite. Promets-le-moi. J'ai promis, en essayant de la croire. Une semaine avant le dîner, alors que ma nervosité était à son comble, l'impensable s'est produit. J'étais en plein rush de midi au café. La porte s'est ouverte et une femme grande, blonde, d'une élégance glaciale, est entrée. Elle portait un tailleur Chanel et un air de supériorité qui a semblé aspirer toute la chaleur de la pièce. Mon cœur s'est arrêté. J'ai reconnu Hélène Dubois, la mère de Julien. Elle s'est approchée du comptoir, ignorant la file d'attente, et m'a dévisagé comme si j'étais un insecte curieux. Un thé Earl Grey, s'il vous plaît, a-t-elle commandé, sa voix aussi tranchante qu'un éclat de verre. Mes mains tremblaient en préparant sa commande. Elle ne m'a pas quitté des yeux une seule seconde. Vous êtes donc Camille, a-t-elle affirmé plus qu'elle n'a demandé. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a pris la tasse, son regard balayant ma tenue de travail, mon simple tablier, avec un dédain à peine dissimulé. Julien m'a parlé de vous. Il a toujours été, un grand sentimental. Elle a marqué une pause, savourant son effet. Dites-moi, quels sont vos petits projets d'avenir, une fois que vous aurez fini de jouer à l'artiste? J'ai bafouillé quelque chose sur mon diplôme, mon portfolio. Elle a eu un petit sourire pincé qui n'atteignait pas ses yeux. C'est charmant. Vraiment. Julien a toujours eu un cœur tendre pour les causes perdues. Sur ces mots, elle a tourné les talons et est partie, laissant son thé à peine touché sur le comptoir. Je suis resté là, pétrifié, le cœur en miettes. Ce n'était pas une visite. C'était une déclaration de guerre. À ce moment précis, j'aurais dû tout raconter à Julien, lui dire que sa mère était venue me menacer. Mais par fierté, par peur de passer pour une pleurnicheuse, je n'ai rien dit. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous gardé le secret pour préserver la paix, ou auriez-vous tout avoué? Dites-le-moi dans les commentaires. J'ai gardé cette humiliation pour moi. Et quand je suis partie pour le dîner ce soir-là, dans ma robe empruntée, je me suis sentie comme Cendrillon allant au bal. Mais je ne savais pas que ce n'était pas un prince qui m'attendait, mais une meute de loups affamés, prêts à me dévorer. Le trajet jusqu'au domaine des Dubois à Écully a semblé durer une éternité. Assise dans le silence luxueux d'une berline avec chauffeur, je sentais mon anxiété monter à chaque kilomètre. Julien, sentant ma nervosité, a pris ma main. Tout ira bien, a-t-il murmuré. Sois juste toi-même. Ils vont t'adorer. J'aurais tant voulu le croire. Puis la voiture a ralenti, tournant dans une allée privée bordée de chênes si vieux et majestueux qu'ils semblaient être les gardiens d'un autre monde. Et soudain, le château est apparu, illuminé dans la nuit tombante. Ce n'était pas une simple maison, même grande. C'était une démonstration de puissance architecturale, une forteresse de la richesse qui semblait dire, vous, les gens ordinaires, n'entrez pas. Mon souffle s'est coupé. Tu as grandi ici, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Julien a hoché la tête avec un sourire un peu gêné, comme s'il s'excusait de cette opulence. Prête, a-t-il demandé alors qu'un valet ouvrait ma portière. Non. Je n'étais absolument pas prête. L'intérieur était encore plus intimidant que l'extérieur. Le hall d'entrée était aussi vaste que la nef d'une cathédrale. Un escalier monumental en marbre s'enroulait vers les étages supérieurs, et un lustre gigantesque scintillait de mille feux. Des membres du personnel en livrée se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, prenant nos manteaux,
offrant des flûtes de champagne sur des plateaux d'argent. J'en ai accepté une, mes doigts glacés se refermant sur la coupe froide. J'avais besoin d'une contenance. C'est alors qu'Hélène Dubois a fendu la foule pour venir à notre rencontre. Elle était l'image même de la perfection glaciale dans sa robe de créateur. Elle a fait la bise à son fils, 2 baisers aériens qui n'ont jamais vraiment touché ses joues, avant de poser sur moi son regard de prédatrice. « Et vous devez être Camille. » Sa voix était polie, mais ses yeux disaient tout le contraire. « Maman, je te présente Camille, » a dit Julien, sa main trouvant le creux de mon dos dans un geste de soutien. J'ai tendu ma main, en essayant de ne pas la laisser trembler. « C'est un grand plaisir de vous rencontrer, madame. Merci de m'avoir incluse dans cette belle célébration. » Sa poignée de main fut brève et molle, un contact désagréable. « Julien vous a mentionné », a-t-elle répété, comme si c'était la seule information qu'elle avait sur moi. Puis son regard a balayé ma robe de haut en bas. Quelle jolie robe! Un choix de couleurs, intéressant pour un événement printanier. La critique était subtile, mais elle a fait mouche. Je me suis sentie inadéquate, jugée sur ma simple apparence. Heureusement, une tornade d'énergie positive est arrivée sous la forme de Sophie, la sœur de Julien. Enfin! Je n'en pouvais plus d'attendre de te rencontrer, a-t-elle lancé en me serrant dans ses bras, à la grande horreur de sa mère. Celle qui a enfin réussi à faire en sorte que mon frère arrête de nous ramener ses potiches mondaines sans cervelle. Elle m'a fait un clin d'œil complice. Je suis Sophie, la seule personne à peu près normale dans cette famille. Le rire de Sophie était contagieux et a un peu détendu l'atmosphère. Elle m'a pris par le bras, m'entraînant loin de sa mère. Viens, je vais te faire le tour du zoo. Le zoo était une collection de visages souriants mais d'yeux froids. Sophie me présentait avec enthousiasme, mais je sentais que j'étais l'attraction de la soirée. La petite amie du fils prodigue. La serveuse. La pièce rapportée. Les questions, au début innocentes, sont vite devenues des piques déguisées. « Et que faites-vous dans la vie, ma chère ?» m'a demandé une tante parée de Saphir. « Je termine mes études de design graphique et je travaille dans un café », ai-je répondu pour la 10e fois. « Oh, c'est charmant. »« Comme c'est pittoresque », a-t-elle répliqué, le mot « pittoresque » sonnant comme une insulte. Puis est arrivé Benoît, un cousin à l'air suffisant qui se pavanait avec un verre de whisky à la main. « Alors, Sophie me dit que vous êtes une artiste, » a-t-il commencé, en faisant des guillemets avec ses doigts. « Je suis moi-même critique d'art. Dites-moi, que pensez-vous de la dernière installation de Pierre Huyghe à la Biennale de Venise? Un peu conceptuel pour vous, j'imagine? » C'était une attaque directe, conçue pour me mettre en difficulté. Il s'attendait à ce que je ne sache pas de quoi il parlait. Par chance, j'avais lu un long article sur le sujet pour un de mes cours. Je trouve son travail sur l'interdépendance entre les écosystèmes humains et non humains absolument fascinant, ai-je répondu calmement, en le regardant droit dans les yeux. Sa façon de créer des œuvres vivantes, qui évoluent dans le temps, remet en question la notion même d'exposition. C'est audacieux, même si c'est parfois difficile d'accès, je vous l'accorde. Benoît est resté bouche bée une seconde, visiblement décontenancé. Il a marmonné en effet, peu convaincu et s'est éclipsé. J'avais remporté une petite victoire, mais j'étais épuisé. Chaque conversation était un combat, un test. Je me sentais seul, même avec Julien qui essayait de rester à mes côtés. Et puis, de l'autre côté du salon immense, je l'ai vu. Il n'avait pas encore dit un mot, mais je savais que c'était lui, le patriarche. Gérard Dubois. Il était entouré d'un petit groupe d'hommes qui buvaient ses paroles. Il a levé la tête, et son regard a croisé le mien. Il n'y avait aucune expression sur son visage, aucune chaleur, aucune curiosité. Seulement un calcul froid, comme un homme d'affaires évaluant un investissement risqué. Et j'ai su, à cet instant, que le pire était encore à venir. L'annonce du dîner a sonné comme le glas. Un maître d'hôtel au visage impassible nous a guidés vers la salle à manger, et mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine en découvrant le plan de table. Mon nom, calligraphié sur un carton élégant, était placé juste en face de celui de Gérard Dubois. Ce n'était pas un hasard. C'était une mise en scène. Il voulait m'avoir dans sa ligne de mire, me disséquer sous les lumières crues du grand lustre.
Julien a tiré ma chaise, son visage tendu. Ignore-le, a-t-il répété dans un souffle. Ne rentre pas dans son jeu. J'ai hoché la tête, mais mes mains étaient moites. Comment ignorer un prédateur qui vous fixe de l'autre côté de la table? Le ballet des serveurs a commencé, silencieux et parfaitement orchestré. Le premier plat, une délicate composition de Saint-Jacques, a été servi. Et avec lui, la première salve de Gérard. Sa voix grave a couvert le léger cliquetis des couverts, imposant le silence. Alors, mademoiselle Camille, a-t-il commencé, en me fixant par-dessus son verre de vin blanc. Julien me dit que vous êtes originaire d'Auvergne. D'un petit village du Cantal, n'est-ce pas? De Salaire, monsieur, oui, ai-je répondu, en essayant de garder ma voix assurée. Salaire? Jamais entendu parler, a-t-il lâché avec un dédain qui balayait d'un revers de main toute ma région natale. Et dites-moi, que font vos parents? Votre père, par exemple, exerce-t-il une profession? La question était une mine, posée avec une précision chirurgicale. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il s'était renseigné. Julien s'est raidi, prêt à intervenir. Mon père est parti quand j'étais très jeune, ai-je répondu, en gardant la tête haute. Ma mère nous a élevés seuls, ma sœur et moi. Ah, je vois. Une mère courage, donc, a-t-il dit, le mot « courage » sonnant faux. Et quelle est son occupation, à cette femme si courageuse? Elle est caissière dans un supermarché. Avant cela, elle a fait des ménages, elle a été serveuse dans un restaurant routier. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour que nous ne manquions de rien. J'ai prononcé ces mots avec fierté. La grand-mère de Julien, Éléonore, assise près de son mari, m'a adressé un sourire bienveillant. Une femme admirable, a-t-elle murmuré. Mais Gérard a eu un petit rictus méprisant. En effet. Une lignée de femmes de service. De la serveuse à la serveuse. C'est d'une constance fascinante. La cruauté de la remarque m'a coupé le souffle. C'était une insulte non seulement à mon égard, mais aussi à l'égard de ma mère, une femme qui valait 100 fois l'homme assis en face de moi. Julien a posé sa fourchette avec un bruit sec sur son assiette. La mère de Camille est une femme respectable qui a travaillé dur toute sa vie. Elle mérite le respect, père, pas ta condescendance. Le plat suivant est arrivé, une crème de homard veloutée, créant une diversion bienvenue. Julien a glissé sa main sur mon genou sous la table, un contact qui me disait « Je suis là, tiens bon ». Mais le répit fut de courte durée. Gérard est revenu à la charge, ses attaques devenant de plus en plus personnelles. « Avez-vous déjà voyagé hors de France, mademoiselle » a-t-il demandé en dégustant sa soupe. « Non, monsieur. Je n'en ai pas encore eu l'occasion. » Quel dommage, a-t-il soupiré théâtralement. Les voyages sont si formateurs. Ils ouvrent l'esprit. Surtout pour les personnes qui viennent de milieux plus confinés. Cela leur donne un aperçu de la vraie culture. Chaque phrase était une gifle. Il me peignait comme une petite paysanne ignorante, une simplette égarée dans son monde de raffinement. Il voulait que tout le monde à cette table me voie comme une erreur de casting, une anomalie. L'incident du vin a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ma patience. Mes nerfs, tendus à l'extrême, m'ont trahi. En voulant prendre mon verre, ma main a heurté la carafe d'eau. Le verre a vacillé, et quelques gouttes d'un vin rouge qui coûtait probablement mon loyer ont éclaboussé la nappe d'un blanc immaculé. Oh, mon Dieu, je suis tellement désolé, ai-je soufflé, le visage en feu, la honte me submergeant. Un serveur s'est approché en un éclair, mais le petit rire sec et cruel de Gérard a gelé tout le monde sur place. Faites attention avec ça, a-t-il lancé, sa voix emplie d'un amusement sadique. Ce vin coûte probablement plus que votre salaire de la semaine. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était une humiliation publique, orchestrée de main de maître. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous fondu en larmes? Auriez-vous quitté la table? Dites-le-moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous auriez réagi face à une telle cruauté. Le visage de Julien était déformé par la colère. Père, ça suffit maintenant. Je te l'interdis. Mais Gérard a balayé les protestations de son fils d'un geste de la main. Je ne fais que dire la vérité, mon fils. Il ne faut pas être si susceptible.
Puis, son regard de prédateur est revenu se poser sur moi. Toute trace de politesse avait disparu. Le masque était tombé. Il s'est penché en avant, et sa voix est devenue un sifflement venimeux. Finalement, a-t-il dit, sa voix résonnant dans le silence glacial, « Dites-moi, mademoiselle, cette robe, elle est empruntée, n'est-ce pas ?» C'est là que tout a basculé. Elle est empruntée, n'est-ce pas? La question a suspendu le temps. Chaque mot était une pierre jetée avec une précision cruelle. Je sentais les 20 paires d'yeux de la table me transpercer, attendant ma réaction, ma capitulation. Je pouvais sentir la chaleur de la honte monter à mes joues, mais d'une force inattendue, une colère froide et lucide, a pris le dessus. J'ai relevé le menton et j'ai soutenu son regard sans ciller. Elle appartient à une amie très chère, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. Elle a eu l'immense gentillesse de me la prêter pour cette soirée spéciale. Gérard a hoché la tête lentement, un sourire triomphant étirant ses lèvres minces. Ah! Des parures d'emprunt. Je m'en doutais. Il s'est confortablement calé dans son fauteuil, comme un roi sur son trône, savourant son pouvoir absolu sur cette petite assemblée. Il a balayé la table du regard, s'assurant que tout le monde était bien témoin de mon exécution. Et puis, il a porté le coup de grâce. La phrase qui, pensait-il, allait me réduire en poussière. La phrase qui, en réalité, allait signer la fin de son propre règne. Un déchet de la rue dans une robe empruntée. Le silence qui a suivi était si profond, si total, que j'ai cru entendre mon propre cœur battre. Julien a bondi de sa chaise, renversant presque son verre. « Père, je ne resterai pas ici une seconde de plus à vous écouter insulter la femme que j'aime. »« Assieds-toi, Julien, » a ordonné Gérard d'une voix glaciale, sans même le regarder. « Si ta petite amie a l'ambition de faire partie de ce monde, elle ferait mieux de s'endurcir. »« Ma peau est bien assez dure, monsieur Dubois, » ai-je dit, et ma propre voix m'a surprise par son calme. Ce calme a semblé le piquer au vif, bien plus que des larmes ne l'auraient fait. Son visage s'est durci. Il s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table, et sa voix est devenue un murmure menaçant qui a porté jusqu'au bout de la pièce. « Alors soyons clairs, mademoiselle. Mon fils s'amuse peut-être à s'encanailler avec une fille comme vous, mais ne vous faites aucune illusion. Vous n'êtes qu'un accident de parcours, un divertissement passager. Vous êtes et resterez un déchet, et vous n'appartiendrez jamais, jamais, à cette famille ou à ce monde. » C'était le moment. Le point de non-retour. Une vie entière de frustration, d'injustice subie en silence, de portes fermées, a reflué en moi. Mais au lieu d'une vague de rage, ce fut une vague de clarté. La peur avait disparu. La honte s'était envolée. Il ne restait que la certitude absolue de ce que je devais faire. Je me suis levée. Lentement. Délibérément. J'ai lissé la soie bleue de ma robe, cette robe empruntée qui était devenue mon armure. J'ai pris mon verre d'eau, j'en ai bu une petite gorgée pour humidifier ma gorge soudainement sèche, et je l'ai reposée sans un bruit. Puis, j'ai souri. Déchet de la rue, ai-je répété, ma voix résonnant dans le silence de mort. Quel choix de mots, révélateur, monsieur Dubois. J'ai laissé mon regard parcourir l'assemblée médusée. En réalité, je devrais presque vous remercier. Voyez-vous, je suis confronté à un dilemme moral et professionnel depuis plusieurs mois. Et ce soir, grâce à votre franchise, vous venez de rendre ma décision remarquablement simple. L'air suffisant de Gérard a commencé à se fissurer. De quoi diable bredouillez-vous, jeune fille? La plupart d'entre vous pensent que je ne suis qu'une serveuse. C'est en partie vrai. C'est un travail honnête qui paie mes factures. Mais ce que vous ignorez, c'est que depuis 2 ans, je suis également journaliste d'investigation freelance pour le grand quotidien de notre région, Le Progrès de Lyon. Un frisson a parcouru l'assistance. Le visage de Gérard est resté de marbre, mais j'ai vu ses doigts se crisper sur le manche de son couteau. Il y a quelques mois, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en assurance, on m'a confié une enquête sur des soupçons de fraude à grande échelle aux normes environnementales dans le secteur industriel. Et au fil de mes recherches, un nom n'a cessé de revenir, encore et encore. Le vôtre, monsieur Dubois. Le nom de votre entreprise, Dubois et Fils Global. La couleur a commencé à quitter le visage de Gérard.
À côté de moi, Julien était pétrifié, son regard allant de son père à moi, incrédule. Mon enquête, bien que préliminaire, a mis à jour des preuves accablantes, des rapports d'émissions de carbone systématiquement falsifiés, des témoignages sur des déversements de déchets toxiques directement dans notre fleuve, le Rhône, la nuit, et même des documents suggérant un système de corruption bien huilé pour soudoyer des inspecteurs et obtenir des certifications frauduleuses. Le silence n'était plus seulement pesant, il était électrique. Quand j'ai compris que l'homme dont j'étais en train de tomber amoureuse était votre fils, j'ai été confrontée à un terrible conflit d'intérêts. J'ai immédiatement informé mon rédacteur en chef et je me suis officiellement retirée de l'enquête. J'ai même plaidé auprès de lui pour qu'il retarde la publication de l'article, le temps de vérifier et contre-vérifier chaque information. Je l'ai fait par amour pour Julien. Je ne voulais pas le détruire, lui, qui n'y était pour rien. Je me suis penchée en avant, mes yeux plongeant dans ceux de Gérard, qui commençait à montrer une lueur de panique. Mais vous, ce soir, vous m'avez montré que la loyauté et le respect sont des concepts qui vous sont totalement étrangers. Vous m'avez montré que vous ne méritez aucune considération. J'ai sorti mon petit téléphone de ma pochette. Voyez-vous, dans ce téléphone, j'ai des copies de documents, des photos, des enregistrements. Assez pour déclencher un scandale financier et écologique sans précédent dans cette région. Un verset brisé. Gérard avait bondi de sa chaise. C'est du chantage. C'est de la diffamation. Je vous détruirai. J'ai souri calmement. Non. C'est du journalisme. J'ai tapé un court message. Ceci, Monsieur Dubois, est un SMS à mon rédacteur en chef. Le message dit simplement, publie tout. Maintenant. Je lève mon objection. L'article sera en ligne à minuit. Bonne soirée à tous. La pièce a sombré dans le chaos. Petite garce. Tu vas me le payer, a hurlé Gérard, son visage congestionné par la rage, en se précipitant vers moi. Julien s'est interposé, le corps tendu. Ça suffit, père. Tu ne la touches pas. Je la crois. Je la crois. Ces 3 mots, prononcés par Julien d'une voix ferme et sans appel, ont agi comme un détonateur dans la poudrière. Le visage de Gérard est passé du rouge de la fureur au violet de l'apoplexie. Imbécile. Fils ingrat, a-t-il sifflé, le venin dégoulinant de chaque syllabe. Tu ne vois donc pas son jeu? Elle t'a séduit, t'a manipulé depuis le début pour s'approcher de nous, pour nous détruire. J'ai secoué la tête, non pas pour lui, mais pour Julien. Non, Monsieur Dubois. La seule chose que je regrette, c'est d'être tombée amoureuse de votre fils. Je suis tombée amoureuse de lui malgré son lien avec vous, pas à cause de lui. Et la vérité, c'est que j'ai tout arrêté pour le protéger de vous. Hélène, la mère de Julien, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'est levée, son visage un masque de fureur glaciale. Julien, ressaisis-toi. Comment peux-tu croire cette intrigante, plutôt que ton propre père, l'homme qui t'a tout donné? Julien ne l'a pas regardé. Ses yeux, remplis d'une douleur infinie, étaient fixés sur moi. Tu ne savais vraiment pas qui j'étais, ce premier jour, au café, sa voix était à peine un murmure, une question vitale dont la réponse pouvait tout changer. Je le jure, Julien, ai-je répondu, ma propre voix brisée par l'émotion. Tu n'étais que l'homme gentil et mystérieux qui commandait un café noir et qui, contrairement à tous les autres, me regardait dans les yeux. Un long silence a passé entre nous, un univers de doute et d'espoir. Puis, il a pris sa décision. Il s'est tourné vers son père, et pour la première fois, je l'ai vu non pas comme un fils, mais comme un homme. J'ai vu les rapports de conformité environnementale, père. Je t'ai posé des questions pendant des années sur des chiffres qui me paraissaient étranges. Et tu m'as toujours répondu de m'occuper de mes affaires. Ce soir, je comprends pourquoi. Je la crois. La scène qui a suivi était surréaliste. Plusieurs invités, sentant le naufrage imminent, ont commencé à s'éclipser en murmurant des excuses confuses. Sophie s'était rapprochée de nous, son visage un mélange de choc et d'une sorte d'admiration tordue. C'est le grand-père de Julien, Henri Dubois, le fondateur de l'Empire, qui a mis fin au chaos. Il s'est levé, sa silhouette encore droite malgré son âge, et a dit d'une voix qui ne tolérait aucune discussion, « Gérard. Mon bureau. »
Sur le champ. Alors que Gérard sortait en trombe, fusillant son fils du regard, suivi par Hélène qui me lançait des éclairs, je savais que je n'avais plus ma place ici. Je dois partir, ai-je dit à Julien. Je te raccompagne, a-t-il insisté, sa main cherchant la mienne. J'ai doucement retiré ma main. Non, Julien. Ta place est ici, maintenant. Tu dois être avec ta famille. Cette nuit va être un enfer pour vous tous, et je suis la dernière personne qu'ils ont envie de voir. Mais Camille, on doit parler. Je dois comprendre. Et nous le ferons, ai-je promis, les larmes me montant aux yeux. Je te le promets. Mais pas ce soir. Laisse la poussière retomber. Appelle-moi demain, si tu en as encore envie. En partant, Éléonore, sa grand-mère, m'a doucement attrapé le bras. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient remplis de tristesse. Ma chère enfant, a-t-elle dit, ses mains ridées serrant les miennes. Je ne peux pas me réjouir du scandale qui va éclater, mais je dois vous le dire, vous avez fait preuve d'un courage que je n'ai pas vu dans cette maison depuis bien longtemps. Personne n'a jamais osé tenir tête à Gérard de cette façon. J'ai quitté le domaine la tête haute, mais le cœur en miettes. Dans le taxi qui me ramenait vers ma petite vie à Lyon, j'ai regardé le château illuminé s'éloigner dans le rétroviseur, et je me suis demandé si, en voulant faire éclater la vérité, je n'avais pas fait exploser la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Mon téléphone a vibré. C'était Marc, mon rédacteur en chef. Message bien reçu. On lance la rotative numérique à minuit. Ça va, toi? J'ai fixé l'écran pendant une longue minute avant de répondre. Oui. C'était la bonne décision. Mais en raccrochant, les larmes que j'avais retenues si longtemps ont commencé à couler. Je ne pleurais pas sur la cruauté de Gérard ou sur l'humiliation. Je pleurais parce que j'avais peut-être perdu l'homme que j'aimais. Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. L'article a fait l'effet d'une bombe nucléaire. Mon nom était partout. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des offres d'emploi, des demandes d'interview, des félicitations de confrères. J'étais devenue une sorte d'héroïne du journalisme, mais je me sentais vide. Chaque sonnerie me faisait sursauter, espérant voir son nom s'afficher. En vain. Le silence de Julien était une torture, un poison lent qui me rongeait de l'intérieur. Avait-il fini par croire son père? Me détestait-il? Le 3e soir, alors que je contemplais tristement une assiette de pâtes froides, on a frappé à ma porte. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert, et il était là. Épuisé, mal rasé, les yeux cernés, mais c'était lui. Nous sommes restés un instant sans parler, le poids de ces 3 jours de silence entre nous. Salut, a-t-il finalement dit. Salut, ai-je répondu, ma voix étranglée. Nous avons parlé en même temps. J'aurais dû t'appeler avant. J'aurais dû te le dire depuis le début. Il a eu un faible sourire. Je suis désolé, a-t-il repris. J'avais besoin de temps. J'ai passé les 3 derniers jours enfermé avec les avocats de l'entreprise, et mon grand-père. J'ai tout vérifié, Camille. J'ai accédé à des dossiers que même toi, tu n'avais pas vus. Et, c'est encore pire que ce que tu as écrit. Bien pire. Il a passé une main lasse dans ses cheveux. Toute ma vie, j'ai cru que, malgré ses défauts, il était un homme intègre. J'avais tort. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. Nous avons vidé nos cœurs, mis à nu nos peurs, nos regrets, nos doutes. Ce n'était pas une réconciliation magique. C'était le début d'une reconstruction, brique par brique, sur les ruines de son monde et sur les fondations de notre amour. C'était fragile, douloureux, mais c'était réel. Les 6 mois qui ont suivi notre réconciliation ont été un véritable tourbillon, un mélange étrange de chaos public et de reconstruction privée. Le scandale Dubois, comme les médias l'avaient baptisé, était devenu l'affaire de l'année. Mon article initial n'avait été que la pointe de l'iceberg. Il avait déclenché une avalanche d'enquêtes de la part de la justice, des services fiscaux et du ministère de l'Environnement. Chaque jour apportait son lot de nouvelles révélations, chacune plus sordide que la précédente. L'empire que Gérard Dubois avait mis des décennies à bâtir s'effondrait comme un château de cartes. Les conséquences financières ont été cataclysmiques. L'action de Dubois et Fils Global, autrefois un pilier du CAC 40, a perdu près de la moitié de sa valeur en quelques semaines.
Des contrats ont été annulés, des partenaires commerciaux se sont retirés, et la menace de la faillite est devenue bien réelle. Gérard Dubois a été mis en examen pour une liste d'infractions longues comme le bras, fraude, abus de biens sociaux, corruption, et violation grave du Code de l'environnement. Plusieurs de ses plus proches collaborateurs ont suivi le même chemin. Mais ce qui me pesait le plus, c'était le coût humain de cette débâcle. Des centaines d'employés, des gens honnêtes qui n'avaient rien à voir avec les magouilles de la direction, se sont retrouvés sur le carreau ou face à un avenir incertain. J'ai reçu des lettres, certaines pleines de haine, m'accusant d'avoir détruit leur vie, d'autres, plus poignantes, de la part de salariés qui me remerciaient d'avoir fait éclater la vérité. Cette dualité me hantait. « Tu as fait ton travail, Camille », me répétait Marc, mon rédacteur en chef, qui m'avait offert un poste à temps plein au journal. Les responsables de ce désastre sont ceux qui ont triché pendant des années, pas celle qui a allumé la lumière. J'ai décidé de transformer ma culpabilité en quelque chose de constructif. J'ai proposé à Marc une nouvelle série d'articles, une chronique hebdomadaire intitulée « Les visages de la crise ». Je ne voulais plus parler de chiffres et de procédures judiciaires, mais d'humains. J'ai donné la parole à ces salariés licenciés, à ces familles dont les économies avaient fondu avec les actions de l'entreprise. J'ai rencontré des pêcheurs du Rhône dont l'activité était menacée par la pollution. J'ai retrouvé d'anciens cadres qui avaient tenté de tirer la sonnette d'alarme des années plus tôt et qui avaient été réduits au silence ou licenciés. Mon travail avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de dénoncer, mais aussi de réparer, de donner une voix aux sans-voix. Pendant ce temps, Julien avait pris la décision la plus courageuse de sa vie. Il a publiquement annoncé sa démission de l'entreprise familiale, dans une lettre ouverte où il condamnait sans détour les agissements de son père. Ce fut un choc pour le monde des affaires, et une rupture définitive avec une partie de sa famille. Avec une part importante de son héritage personnel, il a créé une fondation. Son but ? Aider les PME de la région à développer des pratiques commerciales éthiques et durables, et financer des projets de dépollution du Rhône. Sa première action symbolique a été d'offrir des postes au sein de sa nouvelle structure à plusieurs anciens cadres de Dubois et Fils, ceux qui étaient compétents et intègres. Il ne cherchait pas à se racheter une conscience, mais à créer quelque chose de positif à partir des cendres. Je ne l'avais jamais vu aussi passionné, aussi vivant. Notre couple, contre toute attente, s'est solidifié. Nous avions traversé le feu ensemble, et cela nous avait forgés. Nous avons emménagé dans un appartement simple, dans le quartier de la Croix-Rousse, loin du luxe ostentatoire d'Écully. Nous apprenions à construire une vie basée non pas sur un héritage, mais sur des valeurs communes, l'honnêteté, le travail, et le désir de laisser une trace positive. La famille Dubois, elle, était implosée. Hélène ne parlait plus à son fils, le considérant comme un traître. Elle continuait de soutenir son mari, une silhouette de marbre à ses côtés à chaque apparition publique. Sophie, en revanche, nous appelait souvent, nous apportant son soutien et des nouvelles du front. Quant aux grands-parents, Henri et Éléonore, ils avaient repris temporairement les rênes de ce qui restait de l'entreprise, essayant de sauver les meubles. Ils nous avaient invités à déjeuner, un repas simple et triste. Gérard a perdu son âme en chemin, avait dit Henri, le cœur lourd. Peut-être que cette crise était nécessaire pour que l'entreprise retrouve la sienne. Nous étions en train de bâtir notre avenir, pièce par pièce. Mais je sentais qu'il manquait une dernière pièce au puzzle, une dernière conversation pour pouvoir vraiment tourner la page. Un jour, alors que le procès de Gérard approchait, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'un de ses avocats. Il me transmettait une requête surprenante. Gérard Dubois demandait à me rencontrer, en privé. La demande de rencontre de Gérard Dubois m'a laissé perplexe. Que pouvait-il bien vouloir me dire? Une dernière tentative d'intimidation? Une offre d'argent pour que je me taise? Julien était méfiant. Tu n'es pas obligé d'y aller, m'a-t-il dit. Tu ne lui dois rien. Mais je savais que je devais y aller. Pour moi. Pour clore ce chapitre de ma vie une bonne fois pour toutes. J'ai accepté, à une condition, que Julien m'accompagne. Le rendez-vous a eu lieu dans une salle de réunion anonyme et froide au cabinet de ses avocats, dans le quartier de la Pardieu. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits. Gérard était assis au bout d'une longue table en verre, seul. L'homme que j'ai vu ce jour-là n'avait plus rien du titan arrogant qui m'avait humilié.
Il avait maigri, son costume de luxe flottait sur lui. Son visage était gris, ses yeux, autrefois si perçants, étaient ternes, fatigués. La chute avait été brutale, et elle se lisait sur chaque trait de son visage. Il était l'ombre de lui-même. Il est resté silencieux un long moment, nous observant, Julien et moi, assis côte à côte, nos mains jointes sur la table. Puis, il a parlé, et sa voix, autrefois si puissante, était presque hésitante. « Je vous ai sous-estimé, mademoiselle, a-t-il commencé, en me regardant droit dans les yeux. Terriblement. Ce fut ma plus grande erreur. Je n'ai rien répondu, attendant la suite. Je voulais vous voir pour reconnaître que j'ai eu tort. » Il a eu du mal à prononcer ces mots. On sentait que son orgueil menait un combat perdu d'avance. Attention, a-t-il ajouté avec une trace de son ancienne combativité, je ne parle pas des affaires de l'entreprise. J'ai fait ce que je pensais être nécessaire pour la faire prospérer, pour assurer sa survie dans un monde de requins. Il a eu un soupir las. Non. J'ai eu tort à votre sujet. Sur la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que je vous ai appelé ce soir-là. Ce n'était pas des excuses. C'était une concession, l'aveu d'un roi déchu qui reconnaît la force de celui qui l'a vaincu. C'était tout ce que j'obtiendrais de lui, et c'était suffisant. J'ai hoché la tête, acceptant cette trêve tardive. Puis, il s'est tourné vers Julien, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de regret, peut-être même de douleur, dans ses yeux. Et j'ai eu tort à ton sujet, mon fils. J'ai toujours cru que ta sensibilité, ton idéalisme, étaient des faiblesses. Je voulais t'endurcir, te préparer à prendre ma suite. Je vois aujourd'hui que ta force était différente de la mienne. Peut-être même supérieure. Julien est resté de marbre. C'est tout, père? Gérard a hoché la tête. Mes avocats ont négocié un accord. Je vais plaider coupable. Je vais faire de la prison. Il a eu un rire sans joie. Passer des salles de conseil aux cellules. Quelle ironie. Nous sommes partis sans un mot de plus. En sortant dans la lumière grise de Lyon, j'ai senti un poids immense se détacher de mes épaules. Ce n'était pas le pardon, ni l'oubli. C'était la fin. Un an, jour pour jour, après ce dîner infernal, Julien m'a emmené dans le petit restaurant italien de notre premier rendez-vous. L'endroit n'avait pas changé. C'était notre sanctuaire. Assis à la même table, il a pris ma main par-dessus la nappe à carreaux. Je repensais à ce que ma grand-mère m'a dit l'autre jour, a-t-il commencé. Elle m'a dit que la vraie mesure d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas ce qu'il ou elle possède dans son coffre-fort, mais ce qu'il y a dans son cœur. Les principes qu'il ou elle est prêt à défendre, même quand c'est difficile. J'ai souri. Ta grand-mère est une femme incroyablement sage. Elle a aussi dit que quand on a la chance de trouver quelqu'un qui nous pousse à être meilleur, quelqu'un qui incarne ses principes, il ne faut jamais, jamais le laisser partir. Il a serré ma main plus fort. Tu as tenu tête à mon père quand toute ma famille se taisait depuis des années. Tu as risqué notre histoire par intégrité. Tu m'as montré le chemin, Camille. Et toi, ai-je répondu doucement, tu es resté à mes côtés quand le monde entier me disait que nous étions impossibles. Tu as choisi la vérité plutôt que la loyauté aveugle. Cela demandait un courage immense. Plus tard ce soir-là, nous marchions le long des quais de la Saône, là même où il m'avait dit « Je t'aime ». Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. La lune se reflétait dans ses yeux. « Mon père t'a traité de déchet de la rue dans une robe empruntée, a-t-il dit, sa voix douce. Mais ce soir-là, tu as montré à tout son monde ce qu'était la vraie classe, la vraie force, la vraie richesse. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Cette nuit-là, on m'a insulté pour me détruire, mais au lieu de cela, cette insulte m'a révélé à moi-même. J'ai découvert que ma valeur ne dépendait pas de l'approbation des autres, mais de mes propres actions. Et vous? Avez-vous déjà vécu un moment où l'on a essayé de vous rabaisser, mais qui, au final, vous a rendu plus fort? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si mon histoire a trouvé un écho en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de sa propre valeur, et bien sûr, à vous abonner pour d'autres récits. En repartant main dans la main avec Julien, j'ai compris la leçon la plus importante de toutes,
les empires construits sur le mépris et les mensonges finissent toujours par s'effondrer. Mais une vie, un amour, construit sur la vérité et le respect, peuvent résister à toutes les tempêtes. Rappelez-vous toujours, parfois, ceux qui essaient de vous briser sont ceux qui, sans le savoir, vous offrent votre plus grande force.